Du coup, pour resituer un peu le contexte de ce dont je vais parler, en fait, l'impossibilité du calcul en régime socialiste, ça fait référence à, euh, on va dire, un raisonnement que Mises a proposé dans les années 20. Donc, c'était à une époque où on sortait de la Première Guerre mondiale, où la situation dans beaucoup de pays européens était pas forcément au beau fixe, et où il y avait beaucoup d'allants du côté des partis socialistes et communistes, notamment en Allemagne, par exemple. Euh, C'était du coup quelques années après la révolution bolchevique, donc qui a aussi encouragé les différents partis socialistes et communistes en Europe et les a poussés un peu sur le devant de la scène. Euh, la particularité de la réflexion de Mises par rapport à tout ce qui s'est dit euh, en ce qui concerne le socialisme, c'est qu'en fait, c'est pas une critique morale que Mises fait du socialisme, c'est-à-dire qu'il il va pas, dans son argumentaire, il va pas considérer que le socialisme n'est pas désirable ou n'est pas possible pour des raisons morales ou, euh, ou pratiques, mais carrément pour des raisons théoriques. C'est-à-dire que l'objet de son raisonnement, c'est de démontrer qu'en fait, en l'absence de prix de marché, c'est pas possible d'organiser une économie complexe. Donc, quand je dis économie complexe, c'est tout ce qui est différent d'une économie très très primitive, de type chasseur-cueilleur ou on va dire agricole. Mais à partir du moment où on commence à avoir une structure de production un peu plus compliquée, donc avec des biens intermédiaires qui vont fabriquer d'autres biens, ce qui est le cas en fait dans les économies depuis, on va dire, au moins 5 siècles. À ce moment-là, on n'arrive pas à résoudre le problème de l'allocation des ressources. Donc, je vais essayer d'expliquer rapidement son argument à ce sujet-là. Il faut savoir que c'est un débat qui a duré pendant des décennies et qui a eu ou dans lequel il y a eu beaucoup d'allers-retours avec différentes générations d'économistes socialistes d'un côté et autrichiens de l'autre. Pas faire un résumé précis de tous ces débats, de tous les arguments qui ont été évoqués, etc., puisque c'est plutôt un exercice académique qui, je pense, ne va pas intéresser grand monde. Mais je vais essayer de commencer par donner un petit résumé de la pensée socialiste dans son évolution et très rapidement donner quelques éléments pour expliquer en fait comment ces débats sont articulés. Donc en gros, si on remonte à l'origine, la pensée socialiste à la base, elle est dite utopiste, c'est-à-dire que les premiers penseurs socialistes que sont Charles Fourier ou Henri de Saint-Simon ou Owen, j'oublie le nom, qui était un penseur, pense le socialiste comme, on va dire, une sorte de paradis sur Terre qu'on va créer en sortant de la dépendance de l'homme à la monnaie, au calcul économique, à l'argent et au marché. Et donc c'est vraiment une vision utopiste, hein, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'ils s'échinent essentiellement à expliquer leur vision d'un monde nouveau ou d'un monde meilleur. D'une certaine manière, ça peut ressembler un petit peu à ce qu'on retrouve parfois dans des discours décroissants ou écologistes aujourd'hui, où finalement on va essayer de peindre l'image d'une société complètement libérée des relations de marché, sans qu'on cherche forcément à essayer d'expliquer comment tout ça pourrait être réalisé en pratique et à proposer des solutions aux problèmes pratiques évidents qui émergeraient si on sortait des organisations sociales qu'on a aujourd'hui. Après les socialistes utopistes, qui, faut le dire, se sont quand même enfin, fait méchamment moquer par beaucoup de gens à l'époque, parce que certains d'entre eux racontaient des trucs quand même, enfin, c'est à mourir de rire. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un MP, je vous enverrai des références là-dessus après. Et donc après ces socialistes utopistes, émerge ce qu'on appelle le socialisme scientifique, donc avec Marx et Engels, où là, contrairement à la prédécesseur, l'idée, c'est pas du tout d'essayer de proposer une image de ce que serait une société idéale selon eux. Je pense qu'ils ont bien compris, du fait de l'expérience de leurs prédécesseurs, que ça allait surtout leur valoir des railleries et qu'on n'allait pas les prendre au sérieux. Et du coup, Marx et Engels, ce qu'ils essayent de faire plutôt, c'est d'expliquer pourquoi les dynamiques endogènes du capitalisme vont forcément mener à son effondrement. Donc l'idée derrière ça, c'est de dire finalement une évolution des structures sociales qui suit une logique interne et que de la même manière que euh, les sociétés primitives ont succédé aux sociétés agricoles, qui ont succédé aux sociétés impériales, qui ensuite ont succédé aux sociétés féodales et ensuite aux sociétés capitalistes, eh bien le capitalisme va se faire supplanter par une organisation socialiste de la société. Donc, la définition, on va dire, un peu stricte de ce que j'entends par organisation socialiste de la société, c'est une organisation des ressources qui se passe d'échanges et de prix de marché et éventuellement de monnaie, où effectivement il y a une allocation
à un certain degré centralisée des ressources, ce qui ne veut pas dire qu'elle est nécessairement effectuée par un individu unique. Ça peut être un comité, ça peut être une administration, mais en tout cas, il y a une allocation discrétionnaire de certaines ressources qui n'est pas du tout basée sur des décisions individuelles libres guidées par le marché, mais qui est basée sur la décision prise unilatéralement d'une personne ou d'un comité. Et donc, du coup, là, pour revenir à la réflexion de Marx et Engels, en fait, pour le dire assez rapidement, leur idée, c'est de dire parce que les propriétaires des moyens de production, donc ce qu'on appelle d'habitude les entrepreneurs ou les capitalistes, extraient une part du profit qui est supérieure à ce qui est généré pour l'ensemble de la collectivité, au fur et à mesure du temps, ils vont s'accaparer une partie de plus en plus grande de l'ensemble des surplus économiques. Et donc, ça va paupériser les classes laborieuses et ça va forcément mener à des révolutions et à une prise de contrôle des moyens de production par les classes laborieuses et donc à une collectivisation des moyens de production euh, selon finalement, du coup, qui va mener sur une organisation planifiée ou tout du moins à un certain degré collectivisée et centralisée de la production et de la distribution selon la formule assez classique à chacun ses moyens et chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens et chacun selon ses besoins. Donc c'est cette idée qu'en fait, on ne reçoit pas en salaire quelque chose qui a un rapport avec la productivité de ce que l'on fait, mais que pour une raison assez magique qu'ils n'ont jamais cherché à expliquer, et qui est souvent très difficile avec les socialistes, finalement, que les êtres les plus talentueux ou ceux qui sont capables de générer le plus de production vont accepter de ne retirer une part de la production que, on va dire, définie par leurs besoins, encore que ça reste à définir précisément, et inversement, que ceux qui produisent peu vont pouvoir retirer d'une certaine manière plus que ce qu'ils produisent, parce que le différentiel entre les deux va être fait par la première catégorie que j'ai citée. Et donc, si je reviens à mon histoire d'impossibilité du calcul économique, du coup, en 1920, Ludwig von Mises, qui du coup est un économiste autrichien de la troisième génération, est probablement l'économiste autrichien le plus célèbre et le plus réputé, notamment par l'écriture d'un traité qui s'appelle L'Action humaine et qui a été publié en 1949 et qui résume magistralement l'ensemble de la pensée économique autrichienne. Et donc Mises, en 1920, il écrit ce qui au début est un article qui s'appelle justement l'impossibilité du calcul en régime socialiste, le titre de ce space, et qui ensuite donnera lieu à un livre plus épais qui s'appelle Socialisme, et qui lui va traiter de la question du socialisme dans plein de dimensions différentes et pas juste s'attacher à cette question finalement de l'allocation des ressources. Donc, pour essayer de résumer en fait l'argument de Mises, son argument, il consiste à dire que dans une économie avec même un degré assez minimal de planification centrale, le problème, c'est qu'on a un manque d'information et de connaissances. Ça, c'est le premier niveau de lecture qu'on peut avoir de l'argument de Mises, qui fait l'allocation des ressources à la disponibilité des allocateurs. Donc ici, c'est soit un comité central, soit un dictateur, soit une administration, peu importe. L'allocation de ces ressources, elle est impossible à rationaliser. Donc son argument, ça consiste à dire que dans le système capitaliste, enfin dans un système de libre marché, il y a des droits de propriété qui font que les entreprises et les individus sont soumis à la possibilité des faillites et à l'opportunité de garder pour eux-mêmes les profits qu'ils vont générer à travers leur activité en vendant des biens sur le marché. Et donc, ils ont, d'une certaine manière, ils sont guidés à travers les prix dans leurs actions pour essayer de chercher des opportunités de profit qui vont faire qui vont mobiliser certains facteurs à leur disposition, qu'ils vont obtenir bénévolement par échange sur le marché en utilisant de la monnaie. Ils vont ensuite les assembler dans une certaine disposition, vont, grâce à ça, créer une structure productive qui va permettre de générer des produits qui vont ensuite être vendus sur le marché. Et donc, il y a en fait deux niveaux de lecture qu'on peut donner aux arguments de Mises, ce qu'on appelle parfois le camp hayekien, qui en fait s'attache plutôt à la question de la connaissance et de l'information. Donc, l'idée derrière ça, c'est de dire, en fait, un planificateur central, il ne peut pas avoir suffisamment d'informations sur la disponibilité des ressources, l'état de la production, les préférences des consommateurs, les différentes méthodes de fabrication et de conception qui existent. Et du coup, il peut pas, parce qu'il n'a pas accès à toute cette information, il ne peut pas allouer les ressources dans un agencement et une combinaison qui est suffisamment efficiente pour permettre une productivité
euh, qui égaliserait en tout cas celle que l'on trouve dans une organisation de libre marché. Le deuxième niveau de lecture qu'on peut avoir, qui à mon avis est beaucoup plus puissant et beaucoup plus subtil, et qui parfois a même été assez mal compris par les économistes autrichiens et qui n'a jamais été compris par les socialistes, et qui est en fait l'argument que Mises avait en tête lorsqu'il a écrit son article et par la suite son livre, il consiste à dire que c'est pas tant qu'une question de connaissance, c'est surtout une question de prix. Et c'est assez compliqué à expliquer, donc je vais essayer de procéder étape par étape. Et si jamais ça vous paraît pas clair ou que vous avez l'impression que je raconte pas, n'hésitez pas à demander la parole et à intervenir. Comme ça, je reviendrai, je reviendrai en arrière et j'essaierai d'expliquer de manière plus précise ce que j'ai en tête. Donc en fait, si vous vous rappelez, dans le dernier space qu'on a fait, je parlais donc de la théorie des cycles économiques. Et pour parler de ça, j'avais parlé de la théorie du capital. Et la théorie du capital est une particularité de la pensée économique autrichienne parce que c'est la seule école économique qui a une théorie du capital. Et cette théorie du capital, en fait, elle s'attache à essayer de comprendre comment les individus agissants vont fonder différentes structures de production qui sont du coup qui est une structure qui est séquentielle, c'est-à-dire qu'elle est faite de plusieurs étapes. Donc on va transformer des facteurs originaires de production que sont du travail, de la terre, des ressources naturelles et du capital à travers le temps, au cours de différentes étapes qui peuvent impliquer différents producteurs, différents acteurs, jusqu'à arriver à la fin ultime de tout le processus économique, à tout le processus économique, pardon, que sont les produits finis. Donc finalement, c'est comment on passe de une terre et des ressources naturelles jusqu'à des produits prêts à la consommation qui sont directement disponibles dans le rayon de votre supermarché. Et du coup, si vous vous rappelez, ce que j'avais essayé d'expliquer la dernière fois, c'est qu'en fait, l'ajustement des prix relatifs au niveau de ces différentes étapes, donc l'ajustement à la fois de ces facteurs originaires qui, encore une fois, sont le foncier, le capital, le travail, etc., et des biens qu'on appelle d'un ordre supérieur, c'est-à-dire des biens qui vont venir temporellement à une étape ultérieure de la production, donc par exemple des machines, puis des machines qui fabriquent d'autres machines, et tout en bout de production, très proche de la consommation, par exemple, on va trouver les biens qui servent à la distribution, donc par exemple les étagères dans un supermarché, les employés qui vont servir à achalandrer des supermarchés, les distributeurs qui, avec des camions, vont ramener les produits au point de vente, etc., etc. Et donc, si vous essayez de former une image mentale de cette structure de production par rapport aux différentes séquences qui s'enchaînent les unes les autres dans le temps, avec comme point de départ les facteurs originaires et comme point d'arrivée les produits de consommation, euh, on peut se poser une question assez intéressante qui est de finalement comment sont déterminés le prix des facteurs intermédiaires. Et en fait, ce que nous répondent les Autrichiens, c'est par l'action de l'entrepreneur qui, d'une certaine manière, toujours essayer de faire des sur l'avenir, c'est-à-dire qu'il va essayer d'anticiper quel sera l'état des prix futurs en se disant, bah, je suppose que par exemple demain, les consommateurs vont vouloir tel type de produit et qu'ils seront prêts à payer tant d'argent pour ces produits-là. Ensuite, à partir de cette idée-là, il va essayer de regarder ce qu'il a à disposition pour effectuer la production des produits qui comptent apporter sur le marché. Donc, quelles sont les ressources dont j'ai besoin en termes de foncier, en termes de produits intermédiaires, en termes d'employés qualifiés ou non qualifiés, etc., etc. De combien de fonds j'ai besoin également pour sécuriser tous ces facteurs productifs. Comment est-ce que je vais emprunter ces fonds? Combien ça va me coûter dans le temps, si je dois lever de la dette, si je dois diluer le capital de mon entreprise, etc., etc. Et en effectuant ce calcul, qui n'est pas forcément exact, hein, c'est toujours basé par rapport à des hypothèses sur un futur qui est totalement incertain, il va engager du coup les fonds qu'il a réussi à obtenir pour sécuriser les différents facteurs de production dont il a besoin et lancer d'une certaine manière afin de réaliser une production. Et du coup, si on est dans une économie qui est encore une fois primitive, donc un peu complexe, on va avoir pour chaque produit une assez grande quantité d'entrepreneurs différents qui vont intervenir dans les différentes étapes de la production. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir un promoteur immobilier qui lui-même fait une hypothèse sur l'endroit dans lequel des gens ou des zones commerciales vont vouloir s'installer, qui va acheter de la terre, qui ensuite va construire des habitations ou des zones commerciales. Par ailleurs, vous allez ensuite avoir, je ne sais pas, par exemple, des boutiquiers qui vont acheter ces emplacements commerciaux, qui eux-mêmes vont avoir besoin de certaines fournitures pour équiper leurs magasins, qui eux-mêmes vont avoir besoin de certains produits pour achalander leurs rayons, qui vont devoir obtenir auprès d'autres entrepreneurs qui, eux, par exemple, ont acheté de la terre pour y construire des usines, etc., etc. Donc tout ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il y a vraiment énormément d'étapes, même dans la fabrication de biens qui peuvent paraître assez simples, comme
Il y a un exemple assez connu de Milton Friedman, par exemple, qui avait écrit un article sur lequel il expliquait euh, tous les processus qui interviennent dans la fabrication d'un crayon à papier. Donc, le graphène qui va servir à fabriquer la mine, qui lui-même doit être extrait d'une carrière, qui ensuite doit être transformé, le bois qui doit être coupé, etc., etc., etc. Donc, je vous passe tous les détails de ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à se rendre compte l'ensemble des interactions qui sont nécessaires à la fabrication des biens, même les plus simples, en fait. Dans notre quotidien, on ne le voit pas forcément directement. Et donc, on peut avoir parfois l'impression que c'est un processus assez simple, alors qu'en fait, c'est un processus très complexe qui admet énormément d'étapes et qui met en jeu une coordination de plein d'agents différents et de plein de ressources différentes. Et du coup, ce qui intéresse Mises, en fait, c'est de se dire, donc son raisonnement, c'est de se dire, la fin ultime, la fin donnée, pour l'entrepreneur et pour tout le monde finalement dans une économie, c'est les produits de consommation. Si on s'engage à la production, c'est pour produire des produits qui vont être consommés, sinon on ne le ferait pas, ça sert à rien. Et toutes les institutions et tous les processus qui sont mis au milieu de ça, finalement, ils ne sont dirigés que vers cet objectif-là. Et donc, le point de départ des prix, finalement, c'est la propension du consommateur à payer pour un bien donné. Donc, par exemple, si je vais au bar en bas de chez moi pour prendre une bière, finalement, le point de départ de toute l'industrie de la bière, c'est combien est-ce que je suis prêt à payer pour avoir ma bière à la fin de la journée de travail. Et à partir de ce prix-là, l'entrepreneur qui s'imagine que le consommateur est prêt à payer tant d'euros ou tant de sats pour acheter une bière, il va essayer de sécuriser toutes les ressources qui vont lui permettre de fabriquer une brasserie, qui vont ensuite lui permettre d'expédier ses fûts de bière directement auprès de brasseurs ou de bars, de brasseries ou de bars, etc., etc. Et la question du coup que se pose Mises, c'est finalement qu'est-ce qui définit le produit des biens intermédiaires, donc par exemple du camion qui va servir à transporter les fûts de bière, des fûts de bière eux-mêmes, du métal qui a servi à fabriquer les fûts de bière, ou des cuves qui vont servir à équiper la brasserie dans laquelle on va fabriquer les bières. Quels sont les déterminants qui expliquent le bien de la terre sur laquelle on va faire pousser du houblon? Comment est-ce qu'on détermine si on va plutôt faire pousser du houblon ou plutôt du soja, ou plutôt mettre du bétail en pâturage, etc., etc. Et donc, la réponse qu'il apporte à ça, finalement, ça consiste à dire que parce que les entrepreneurs sont tous en concurrence les uns avec les autres, chaque bien intermédiaire dans une branche de production, étant donné qu'il admet des alternatives, c'est-à-dire qu'avec du cuivre, vous pouvez par exemple fabriquer des fils électriques, vous pouvez fabriquer des casseroles, vous pouvez fabriquer des cubes, vous pouvez fabriquer plein de choses. Et en fait, ce qui va déterminer l'utilisation d'une certaine quantité de ressources, c'est revenu marginal qu'on va pouvoir espérer en obtenir en ayant une activité de production. Et donc finalement, les entrepreneurs sont tous en concurrence les autres, d'une part pour obtenir des fonds. Ensuite, une fois qu'ils ont obtenu ces fonds, ils vont utiliser ces fonds-là pour essayer d'obtenir tous les produits dont ils ont besoin pour assurer leur production. Et ce faisant, ils vont du coup créer un mécanisme dans lequel tous ces biens intermédiaires vont voir leur prix fixé en fonction d'espèces de danses très complexes de compétition entre les entrepreneurs entre eux. Et pour Mises, c'est là que le capitalisme est unique dans sa capacité et son efficience, dans sa capacité d'organisation économique, parce que en donnant un prix à tous les facteurs intermédiaires de production, il va permettre une allocation décentralisée des ressources selon une sorte de processus d'essai-erreur qui engage plein d'individus qui sont différents, qui ont des informations différentes, qui ont des talents différents, qui ont des capacités différentes, et qui, en rentrant en collaboration et en compétition les uns avec les autres, vont essayer d'obtenir les moyens de production les plus économiques, c'est-à-dire ceux qui maximisent les bénéfices par-dessus les coûts. Et c'est pour ça qu'il parle de calcul économique, c'est-à-dire que pour lui, en l'absence de faillite, donc en l'absence de droit de propriété, en l'absence de chais, en l'absence du coup, de profit et de perte, c'est impossible de rationaliser tout ça. Et c'est pas qu'une question d'information, c'est vraiment une question de rendement marginal des différents facteurs qui nous assurent qu'ils vont être employés à l'endroit. Là où, à l'inverse, pour certains autres économistes autrichiens, comme Israeler ou Hayek par exemple, finalement, c'est plus le fait qu'on n'a pas toutes les informations disponibles pour savoir quelles sont les meilleures méthodes de production ou de quoi ont envie les consommateurs, que lorsqu'on essaie de diriger la production par le haut de manière complètement top-down à partir d'un communauté qui essaye de réaliser l'allocation des ressources, finalement, on va faire du gaspillage, on ne va pas produire les bons trucs, etc., etc. Et ça, c'est assez important dans l'histoire de ce débat parce qu'effectivement, il y a des socialistes qui ont répondu qui ont répondu à ça, pardon, que même finalement, si on n'a pas de prix pour les facteurs intermédiaires de production, on peut toujours imaginer que les administrateurs socialistes de l'économie, ils se rendant compte que, par exemple, un certain prix de marché
euh, il n'y a pas d'équilibre de marché, c'est-à-dire que par exemple, il y a une trop grande abondance de produits ou à l'inverse une pénurie de produits, on peut, par essai-erreur, ajuster le prix de vente de manière à essayer d'égaliser ça dans le temps. Donc on peut imaginer par exemple que on ait un comité qui dise on va créer tant de voitures, tant de chaussures, tant de stylos, etc. Et on va les vendre à tel prix. Et que si finalement le prix n'est pas correctement fixé, on va s'apercevoir qu'il nuit. Et donc à ce moment-là, on va du coup augmenter le prix de ces biens-là ou le baisser. Et, et du coup, essayer d'arbitrer et de gérer ça un peu à tâtons par essai-erreur jusqu'à ce qu'on arrive à ce que les économistes appellent un point d'équilibre, donc à un optimum où l'offre et la demande s'égalisent. À l'inverse, du coup, Mises, en fait, ce qui répond à ça, et ce que beaucoup de socialistes ont du mal à comprendre, et c'est pour ça qu'ils considèrent que c'est un débat qui est clos et qu'ils ont gagné, c'est que vous pouvez faire ça, mais ça résout absolument pas le problème d'allocation des biens intermédiaires. C'est-à-dire que si on essaie d'expliquer ça concrètement, si vous prenez par exemple un kilo de titane, si vous demandez à un ingénieur qui fabrique des voitures comment est-ce que il souhaiterait fabriquer tel modèle de voiture, bah lui il va vous dire alors j'aimerais bien avoir du cuir pour fabriquer les sièges, pour le revêtement du volant, et puis du titane pour fabriquer la carlingue parce que c'est assez léger, puis c'est très résistant, puis peut-être que ça peut être ciselé d'une manière très aérodynamique, etc., etc. Je sais pas exactement, je suis pas ingénieur. Mais le problème qui se pose alors, c'est de se dire, mais et du coup, est-ce que c'est la meilleure utilisation finalement de ce titane-là? Et pour avoir une réponse un peu claire à cette question-là, bah, d'une part, il faut connaître les préférences des consommateurs, parce que, encore une fois, vu que la fin de tout processus productif, c'est de servir les besoins du consommateur, si on n'a pas ces informations qui nous décrivent quels sont les besoins et quels sont les désirs des différents consommateurs, on n'est pas capable de dire quelle est l'utilisation qui a la plus grande valeur sociale d'un certain bien. Et ensuite, l'autre problème qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas une autre industrie ailleurs qui elle-même ferait une utilisation qui serait plus valorisée de ce titane pour, par exemple, je ne sais pas, fabriquer des fusées ou fabriquer des avions. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut pas, parce que pour ça, il faut avoir une connaissance absolument parfaite de tous les procédés productifs, de toutes les étapes intermédiaires, de tous les usages alternatifs qu'on peut avoir pour ces ressources. Il faut arriver à comparer ça en temps réel dans un monde qui change avec des boucles de rétroaction qui font que chaque action humaine va produire une altération des plans des différents agents, de leurs préférences, de leur niveau de saturation de leurs désirs, des processus intermédiaires, avec en plus des processus créatifs qui font que de nouvelles personnes inventent tout le temps des processus productifs, etc., etc. Donc c'est juste même pas une question d'information, c'est même pas une question de complexité mathématique, c'est juste qu'en fait on ne peut pas résoudre ce problème-là sans avoir quelque part des agents que sont les entrepreneurs qui vont agir un peu en mettant leur peau en jeu avec une skin in the game en disant bah, moi je vais prendre le risque de faire faillite, mais en même temps si je réussis, je vais réussir à avoir du profit et donc ça vaut le coup de le faire. Et grâce à ces gens-là, finalement, on va produire de l'information. C'est-à-dire qu'en essayant différentes combinaisons de biens intermédiaires et en essayant d'apporter leurs biens sur le marché et d'obtenir la faveur des consommateurs, c'est pas uniquement le fait qu'ils vont disperser de l'information à travers leurs actions, c'est même qu'ils vont produire cette information. Parce que en enchérissant sur les biens intermédiaires, ils vont faire que leur prix marginal va se fixer à un endroit qui reflète quel est l'usage le plus efficient de cette ressource. Donc si je reprends mon histoire du titane, des voitures et de l'aérospatiale, en fait, parce qu'il y a un entrepreneur qui va s'engager dans une tentative de découverte ou d'envoyer un homme sur la Lune ou je ne sais pas quoi, il va avoir besoin de titane pour ça parce que ses ingénieurs lui ont informé que c'était le matériau qui était le plus efficient pour fabriquer une fusée. Donc, il va du coup acheter du titane en gros sur le marché, ce qui fait que les gens qui, eux, sont dans l'industrie automobile et qui aimeraient bien faire des voitures en titane, finalement, vont se retrouver à devoir payer un prix qui est beaucoup trop élevé pour leur titane, c'est-à-dire que leurs coûts de fabrication de voitures vont devenir supérieurs à ce que les consommateurs, les automobilistes sont prêts à payer pour acheter une voiture. Et donc, à ce moment-là, ils vont se reporter sur un autre matériau. Alors que l'industrie aérospatiale, qui peut probablement facturer un prix supérieur pour des voyages dans l'espace, va pouvoir continuer à utiliser du titane. Donc finalement, ça, tout ce que ça veut dire, c'est que on a une ressource restreinte qui est le titane, et il faut qu'on arrive à organiser de manière décentralisée son allocation, et pour ça, il n'y a pas de meilleur moyen que la compétition entre les entrepreneurs. Est-ce que ça vous paraît clair, ce que j'ai essayé d'expliquer là? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez faire une remarque, intervenir? Tout à fait. Oui, c'est très clair. Merci, Théo. J'ajouterais pour l'exemple du crayon, c'est bien le même exemple que j'ai lu. Là. Dans la description de l'exemple, ça parlait que, dans le fond, il n'y a personne sur la Terre, aucun être humain qui sait comment faire un simple crayon, tu sais, du début à la fin là,
de l'obtention, dans le fond, du minerai ou de comment gérer une forêt ou de comment. Il n'y a personne qui a toute cette connaissance-là, donc c'est nécessairement un concept là, qui prend plusieurs intervenants pour faire le produit fini. Donc, même un simple crayon, là, personne ne sait comment tout faire dans le crayon au niveau de toutes les matières qu'on a besoin d'utiliser. Mon deuxième point, c'est par rapport aux ressources naturelles, les prix qui sont distorsionnés. Euh, je suis en train de travailler sur la révision de la traduction de l'étalon Fiat. Puis Saïf parle d'un bon exemple au niveau du maïs aux États-Unis. Comme le maïs est subventionné, ben ça cause des surplus parce que c'est pas le marché, dans le fond, qui décide de combien de maïs est produit, c'est plutôt les producteurs sont encouragés à en produire à cause des subventions. Donc, ils cherchent toutes sortes de débouchés après pour le maïs. Le marché qui décide de combien de maïs va être utilisé, c'est carrément ben, en fait, la production est pas balancée par le marché, donc il y a des surplus. Donc, ils trouvent toutes sortes d'utilités comme le sirop de maïs qui a remplacé le sucre maintenant aux États-Unis dans beaucoup d'utilisation, puisque ça devient, comme c'est très subventionné, ça devient moins cher que le sucre et c'est moins bon en fait pour la santé que le sucre. On serait mieux d'utiliser du vrai sucre au lieu du sirop de maïs. Et même chose pour l'éthanol. Ils mettent de l'éthanol dans l'essence tout simplement parce qu'il y a des surplus de maïs, puis ça devient économiquement viable d'ajouter de l'éthanol dans l'essence pour se débarrasser des surplus de maïs. Donc, j'ai faussé les prix d'une quelconque manière que ce soit, ça a des effets souvent comme ça, euh, qui sont pas nécessairement logiques. C'est juste qu'il y a trop de maïs parce que c'est pas le vrai signal de prix qui gère la quantité qui est produite. Ouais, bah c'est deux très bonnes remarques et c'est un super exemple. Donc si je rebondis juste sur ce que je viens de dire, la première remarque finalement, l'histoire du crayon, ça en fait c'est quasiment l'argument Hayekien, c'est-à-dire que personne n'a toute la connaissance nécessaire pour organiser les processus de production dans un monde aussi complexe que le nôtre, et donc de toute manière ça sert à rien d'essayer de faire ça de manière centralisée. Euh, si on passe à l'argument missétien, ça consisterait à dire euh, oui, mais vous avez même besoin de toute entrepreneurs qui vont produire les informations en agissant sur le marché et en faisant des transactions pour que, même dans l'industrie du crayon, il y ait une allocation correcte des différentes terres pour la forêt, des différentes mines pour le graphène, etc., etc. Ensuite, sur la deuxième remarque que tu faisais, ouais, c'est un super exemple aussi que j'avais relevé dans l'étalon Fiat de SafeDin. Et du coup, j'aimerais bien vous en partager un autre qui, du coup, est décrit dans la deuxième édition de ma newsletter, qui s'appelle Sur la route de la répression financière. Ces derniers temps, du coup, je me suis pas mal intéressé à la Chine et ça fait très largement écho à la discussion qu'on a là. Parce que si on suit logiquement le théorème d'impossibilité de calcul économique en socialiste de Mises, finalement, on devrait se dire, au même titre que l'URSS, au bout d'un moment, s'est effondré économiquement parce qu'il y avait une mauvaise allocation du capital drastique dans l'ensemble de l'économie, on devrait s'attendre à ce que la Chine, qui est quand même à bien des égards un marché administré, a observé le même phénomène. Et pourtant, depuis à peu près 30 ou 40 ans, on vit le miracle économique chinois, c'est-à-dire un développement économique qui a permis à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté, avec des taux de croissance les plus hauts enregistrés dans l'histoire, un taux d'investissement qui est le plus haut enregistré dans l'histoire, et qui d'ailleurs, tout ça suscitant l'admiration souvent de beaucoup de nos élites qui du coup se laissent à penser qu'en fait un système coercitif qui est managé par une élite sachante, en fait ça fonctionne très bien et les économistes autrichiens nous cassent la tête avec leur marché. Regardez les Chinois, ils y arrivent très bien. Et du coup, moi, mon point de vue là-dessus, enfin, mon intuition première, ça consisterait à dire oui, mais c'est une illusion. C'est-à-dire que pour l'instant, vu de l'extérieur et vu de loin depuis nos pays occidentaux, ça a l'air de très bien fonctionner. Mais au même titre que l'économie de l'URSS avait l'air de bien fonctionner dans les années 50, 60 ou 70, d'une part parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ces régimes, parce qu'ils sont quand même engagés dans beaucoup de désinformation et de propagande, et d'autre part parce que c'est des phénomènes temporels de très long terme qui fait que les germes de la désorganisation économique peuvent être plantés aujourd'hui et les conséquences de ces mauvaises allocations n'être apparentes et n'être récoltées que demain. Et du coup, en m'intéressant à ces questions-là, je suis tombé sur des rapports qui traitent de la question de l'eau en Chine. Donc, tout simplement, l'idée déjà, c'est que la Chine a 20% de la population mondiale, mais n'accueille que 7% des ressources d'eau douce. Donc, c'est-à-dire déjà qu'elle a une insuffisance d'eau douce assez importante. Et par-dessus ça, ils ont un problème de distribution des ressources d'eau douce parce que l'essentiel des ressources d'eau douce sont dans le sud du pays.
là où 60% des terres agricoles sont dans le nord, 40% du PIB, 40% de la population, pardon, est dans le nord, et je crois que c'est quelque chose comme à peu près 40 PIB aussi qui est généré dans le nord du pays, alors même qu'il n'y a que 20% des ressources en eau potable de la Chine qui sont dans le nord du pays. Et ça, c'est un problème dont les bureaucrates du Parti communiste chinois sont conscients depuis au moins 2005. Je trouvais déjà qu'ils en parlent en 2005. Par contre, c'est un truc qu'ils essayent de cacher un peu sous le pied, parce qu'en fait, ils n'ont absolument aucune solution à ce problème-là. Pour vous donner une idée un peu quantitative du problème que ça représente, en fait, l'ONU considère que le stress hydrique, c'est disposer de moins de 1000 mètres cubes d'eau par personne et par an. Et le stress hydrique critique, c'est moins de 500 mètres cubes par personne et par an. En Chine, dans les 12 provinces du Nord, on est donc en dessous de ce stress hydrique critique, et on est à des niveaux qui sont en dessous de pays comme la plupart des pays d'Afrique noire, la plupart qui ont de gros problèmes de ressources aqueuses comme l'Égypte. Et ça pose un gros problème parce que du coup, il y a plein de rationalisations qui sont faites à certains moments, ça va même jusqu'à obliger les autorités chinoises à forcer un arrêt de la production dans certaines zones, à la fois pour un problème d'eau, notamment parce que beaucoup de processus industriels, comme par exemple le textile ou la fabrication de microprocesseurs, demandent beaucoup d'eau, et également pour un autre problème qui d'ailleurs revient très bien à cette idée de structure de production complexe, qui est que même pour fabriquer de l'énergie en Chine, il faut beaucoup d'eau. Effectivement, la plupart des sources énergétiques en Chine, c'est du charbon, c'est du nucléaire ou de l'hydroélectricité. Et ces trois sources ont besoin d'énormément d'eau pour fonctionner. Et donc, la pénurie d'eau en Chine cause aussi une pénurie d'énergie parce que, tout simplement, on a certaines périodes de sécheresse ou de stress hydrique où on n'a pas assez d'eau pour alimenter les centrales à charbon. Et donc, les centrales à charbon n'arrivent pas à fournir assez de courant aux industries manufacturières. Et donc, on se retrouve avec une obligation de fermeture de certaines usines qui, au bout de la chaîne, fait que les Tesla et les iPhones ne sortent pas de l'usine. Donc, c'est vraiment aussi impactant que ça. C'est-à-dire que pour le consommateur occidental, ça se ressent directement sur la disponibilité des produits dans son économie à lui. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui. On parle de désorganisation des supply chains. Il y a aussi ce facteur-là, c'est-à-dire que au-delà du fait qu'on a fermé les économies durant les confinements et que ça a créé beaucoup de désorganisation, on a aussi tout simplement une contrainte physique en Chine, encore une fois sur l'eau, qui contraint elle-même la production énergétique et qui est en train de créer des contraintes sur la production. Vous vous doutez bien que si on fait fermer des fournisseurs qui fournissent des boîtes qui ont une importance économique aussi drastique pour la Chine que Apple ou Tesla, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Alors du coup, les autorités chinoises font tout pour camoufler le problème, cachent le truc sous le tapis et essayent de faire des grands projets, par exemple, pour détourner des fleuves, etc. Mais c'est des projets qui prennent des décennies, qui vont pas du tout résoudre le problème à court terme. Et en attendant, ils essayent de récupérer de l'eau dans leurs nappes phréatiques, sauf que les nappes phréatiques, ça met des milliers d'années à se refournir en eau, et donc c'est pas du tout une solution durable à long terme. Et donc c'est très possible que dans les années à venir, la Chine se retrouve avec un vrai problème de contraintes physiques sur sa production, et ça risque d'impacter le monde entier, et notamment de prolonger les vagues inflationnistes qu'on a déjà, parce que l'essentiel des produits que l'on consomme aujourd'hui dans plein d'industries, que ce soit dans le secteur primaire ou dans le secteur secondaire, un peu moins dans le secteur tertiaire, sont fabriqués en Chine. Euh, L'autre chose que je trouve très intéressante à l'égard de ce problème, c'est que c'est un problème qui est essentiellement causé par un blocage des prix. C'est-à-dire que depuis 40 ans à peu près, la Chine a bloqué le prix de l'eau à un des niveaux les plus bas au monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays dans le monde où l'eau est une ressource tellement rare que la plupart des gens n'ont pas accès à l'eau potable. Et pourtant, le prix de l'eau, même par décret, est pas fixé aussi bas. Et pardon, c'est simple, je voulais plutôt dire, il y a des pays où il y a une abondance d'eau potable qui est absolument gigantesque et où pourtant le prix de l'eau est plus haut qu'en Chine. Et en fait, c'est une mesure très populiste, hein. Ça consiste juste à permettre un accès à l'eau potable aux populations agricoles qui sont très importantes en Chine et aux populations pauvres qui, malgré leur développement économique récent, restent et demeurent très nombreuses. Et donc, depuis 30 ou 40 ans, puisqu'ils ont fixé le prix de l'eau très très bas, d'une part, les producteurs dans les activités, on va dire, du secondaire, donc manufacturières, gaspillent de l'eau comme c'est pas permis, n'ont aucune incitation à envisager des processus de production qui soient moins consommateurs en eau, et se sont installés dans des zones justement au nord où il y avait une population de travailleurs pas chers et où il y avait pas mal de ressources minières et de surplus énergétique, sans du coup prendre en compte cette question de l'eau. Et finalement, ils n'auraient pas pu la prendre en compte parce qu'ils ne sont pas omniscients, donc ça c'est l'argument hayekien,
Mais si on prend l'argument missétien, le problème, c'est qu'ils auraient pu prendre ces facteurs-là en compte juste en voyant le prix de l'eau varier. Et à ce moment-là, ils auraient été incités à changer leur processus de production ou à relocaliser leurs usines, etc., etc. Sauf que comme le prix de l'eau a été maintenu par le Parti communiste chinois à un niveau qui reflète pas du tout l'équilibre de l'offre et la demande pendant des décennies, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et en plus, par-dessus ça, il y a eu des pollutions de plein de nappes phréatiques, il y a eu plein d'usines qui se sont installées sur les fleuves, qui ont pollué l'eau, qui ont fait que elle est très peu consommable ou elle ne peut pas être utilisée dans la plupart des processus industriels. Donc à ce moment-là, il faut mettre des stations d'épuration, sauf que vous l'aurez compris, les stations d'épuration, ça demande de l'énergie, et le problème, c'est qu'il faut de l'eau pour fabriquer de l'énergie. Donc c'est vraiment un problème dont ils ne trouvent pas de solution pour l'instant, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que quasiment toute leur activité économique d'une manière ou d'une autre, va utiliser de l'eau ou alors va utiliser des intrants de production qui eux-mêmes demandent de l'eau, comme l'énergie. Et il n'y a pas de solution de court terme à ça. Bien sûr, on ne peut pas importer de l'eau, c'est une denrée économique dont le prix n'est pas du tout assez cher pour que ça justifie le coût du transport. Et donc, malgré que beaucoup d'analystes soient assez silencieux sur le problème, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui risque d'avoir des conséquences de long terme assez importantes. Et par ailleurs, ça illustre très bien l'idée que j'essayais de décrire ici, c'est-à-dire finalement que en bloquant le processus entrepreneurial et notamment en bloquant les prix, on se retrouve dans un système où, comme en Chine, on va avoir une allocation des ressources qui n'est pas du tout rationnelle. Pendant un moment, si par exemple, comme en Chine, vous mettez aux administrateurs locaux des objets clés IB et que vous forcez les gens finalement à épargner et que vous conduisez l'investissement par de l'allocation de capital, par le secteur public, etc., pendant un moment, ça va peut-être créer une croissance fulgurante, surtout si vous partez d'une population qui sort du maoïsme et qui vit dans une pauvreté abjecte et dans laquelle il n'y a absolument aucun bien en capital, où il n'y a aucune infrastructure, etc. Donc au début, ça marche très bien parce que vous construisez des ponts, des routes, des aéroports, tout ce que vous voulez, c'est hyper productif. Au bout d'un moment, les rendements marginaux décroissent et à ce moment-là, il faut une réallocation du capital, c'est-à-dire changer la structure productive de manière à pouvoir rétablir des profits. Et pour ça, il y a besoin d'entrepreneurs, il y a besoin de faillites, il y a besoin d'un marché pour permettre cette rationalisation décentralisée de l'allocation du capital. En l'absence de ce système de marché, vous allez avoir le résultat que je vous décris là, c'est-à-dire que au bout d'un moment, il y a une contrainte physique ou alors une allocation des ressources qui va devenir tellement irrationnelle à l'échelle du système que ça va causer des, pardon, des imperfections, enfin, c'est pas vraiment le bon mot des imperfections, ça va causer des grippages, ça va causer des dysfonctionnements plutôt dans les mécanismes économiques. Et comme ils sont fortement dépendants les uns des autres dans une économie aussi complexe que nos économies modernes, ça va ruisseler dans l'ensemble de la structure productive et en fait impacter tous les secteurs de l'économie. Et effectivement, ce que j'ai avec newsletter, c'est que je pense que ça risque d'avoir des conséquences pour l'ensemble des prix à la fois nécessaires pour les industries manufacturières, pour les prix de certaines commodités comme les commodités agricoles, mais aussi pour les prix des produits finis jusque dans nos économies développées. Du coup, désolé, ouais, je sais que c'était un peu long, j'ai fait un peu un gros tunnel, c'est un exemple qui est un peu long à expliquer, euh, mais je trouve qu'il illustre bien la chose, et du coup, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à répondre. Et pareil, idem, hein, si vous avez des exemples du même style à partager, je suis très preneur. Vas-y, Loïc, hein, si tu veux Ouais. ajouter quelque chose. Salut Théo, salut David. Merci beaucoup pour ton intervention. Encore, c'est super instructif. Je voulais juste te demander, j'avais une petite question, si on recentre un peu la question sur la France. Donc la France, on a plusieurs secteurs industriels. On en a certains qui sont plutôt capitalistes et certains qui sont très socialistes, dirigés par le haut, dirigés directement par l'État, comme par exemple la santé ou l'instruction. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces secteurs qui sont plutôt dirigés par le public? Et est-ce que tu penses que quand on a l'hôpital public qui commence à être dans une situation dramatique, est-ce que c'est à cause du modèle socialiste de direction par le haut? Je te remercie. Oui, bah, je pense que c'est des très bons exemples de cette impossibilité du calcul économique en régime socialiste. Je pense que c'est valable aussi pour l'énergie d'ailleurs en France. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément français, il faut savoir qu'en France, on a les plus grosses dépenses de santé du monde. Pourtant, on a un système de santé qui périclite totalement. On avait en tout cas certains des meilleurs chercheurs et des meilleurs médecins du monde qui aujourd'hui, parce qu'ils sont payés des clopinettes et n'ont pas les moyens de bosser correctement, sont assez désespérés ou alors vont bosser à l'étranger. Et pareil, on a un des plus gros corps de fonctionnaires du monde qui est l'éducation nationale, dans lequel je crois que dans l'histoire, c'est le deuxième plus gros corps de fonctionnaires derrière l'armée rouge, mais je suis pas certain. Il faudrait que je vérifie ça. Et pourtant, on a, je crois, à peu près un tiers des professeurs qui sont en congé permanent, enfin en congé maladie ou quelque chose comme ça, qui se plaignent tout le temps d'un manque de professeurs. Et on a un des niveaux d'instruction les plus faibles des pays développés et surtout avec une tendance baissière très forte.
par-dessus ça, on a également les professeurs les plus mal payés quasiment de tous les pays comparables. En Allemagne, je crois que par exemple, les professeurs gagnent entre 40 et 50% de plus qu'en France. Euh, je pense que tout ça, effectivement, c'est lié à l'irrationalité de l'allocation des ressources quand elle est faite de manière centralisée. Et je pense que si on regarde un peu ce qui se passe, on le voit bien. Par exemple, on crée de plus en plus de bureaucrates, on crée de plus en plus de lois un peu stupides et de processus bureaucratiques un peu stupides dans le fonctionnement des hôpitaux, dans le fonctionnement des écoles. Et donc, on alloue beaucoup plus de ressources à créer ces lois, à créer ces processus bureaucratiques, à vérifier qu'ils sont bien respectés en créant des inspecteurs, en formant des inspecteurs, etc., au lieu finalement d'allouer ces ressources à créer des salles de classe, des hôpitaux, des machines d'IRM, des médecins, des professeurs, des spécialistes, etc., etc. Pareil, en France, on a un truc qui s'appelle le numerus clausus, qui fixe dès le niveau de l'éducation en médecine la quantité de médecins qu'on va former. Évidemment, comme on ne peut pas prévoir à 20 ans quels seront les besoins qu'on va avoir dans certaines spécialités de médecine, comme on ne peut pas savoir à l'avance combien on va avoir de médecins besoin pardon, de médecins généralistes, de radiologues, de cardiologues, etc., etc., et ben, on se retrouve dans la situation où aujourd'hui, on doit importer des médecins d'Espagne, de Belgique, de Pologne, etc., notamment beaucoup de dentistes, parce qu'on n'en a pas formé en France à cause de cette politique de numerus clausus qui, en plus, à la base, a été mis en place toujours pour la même raison débile qui consiste à protéger les médecins de la concurrence déloyale. Pareil, quand vous entendez concurrence déloyale, c'est un cri de rappel du socialisme, c'est un truc qui n'existe qu'en France. Moi, à chaque fois que je parle de ça, mes potes anglo-saxons, ils se tapent par terre. Et, et effectivement, je pense que quand on voit, par exemple, les systèmes de santé qui fonctionnent bien aujourd'hui dans le monde, notamment en Asie du Sud-Est, par exemple à Taïwan ou à Hong Kong, vous avez des mécanismes où on a une solidarité dans la santé, c'est-à-dire qu'à un certain degré, la collectivité paye pour la santé de l'ensemble des habitants du pays. Par contre, il y a quand même un système de prix de marché parce que, en fait, on distribue des vouchers, des chèques santé aux gens qui vont pouvoir utiliser auprès de n'importe quelle clinique ou n'importe quel hôpital, n'importe quel médecin qui, lui, agit sur un libre marché et donc qui, du coup, doit faire face à la concurrence, qui doit rentrer en concurrence pour avoir un endroit dans lequel exercer, pour obtenir les machines dont il a besoin pour sa practice de médecine, etc., etc. Donc, il y a toute cette activité entrepreneuriale dans les facteurs intermédiaires de production qui font qu'il y a une allocation cohérente des ressources. Et vous serez étonné de remarquer que les systèmes de santé qui fonctionnent le mieux aujourd'hui dans le monde sont par exemple en Suisse, où il y a aussi ce genre de mécanisme-là, et également dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et c'est valable aussi pour l'éducation, dont tu parlais aussi, Loïc, pardon, où effectivement, quand on regarde dans les pays nordiques, que l'on prend ultra souvent comme en exemple pour expliquer que il y a un super système d'éducation, etc., etc. Bah, regardez par exemple en Suède, pareil, il y a des chèques éducation, il y a des vouchers qui font que du coup, chaque enfant reçoit un certain montant en couronne suédoise qu'il peut utiliser dans l'école de son choix. Et ensuite, différentes personnes rentrent en concurrence pour créer des écoles. Alors, il y a quand même un peu d'encadrement pour qu'on vérifie que ce n'est pas des cellules radicales islamistes ou je ne sais pas quoi d'autre, qu'il y a des mécanismes de sécurité, par exemple en cas d'incendie, mais c'est vraiment le minimum. Et en fait, ça crée un système dans lequel à peu près n'importe qui peut créer une école, et dans lequel, en fait, il suffit qu'il y ait quelque chose comme, je crois, 7 ou 8 familles qui décident, par exemple, de créer une école parce qu'elles veulent un modèle d'éducation alternatif ou parce qu'elles veulent, par exemple, créer une école dans une zone où il y a une très faible densité de population et où, du coup, il n'y aurait pas les incitations pour que des bureaucrates enfin, des politiciens, pardon, qui cherchent à obtenir des votes, décident d'allouer des ressources publiques. Et bah, dans le système suédois, en fait, vu que à partir du moment où il y a des enfants, des élèves pour exprimer une demande pour de l'éducation, il va y avoir une offre qui va se former par des entrepreneurs pour qu'une école soit créée. Et bah, pareil, ça assez évident, les pays nordiques et notamment la Suède sont toujours parmi les premiers classements PISA du coup qui comparent d'éducation, donc capacité à lire, écrire, compter, raisonner dans les différents pays du monde. Et surtout, c'est avec une tendance haussière, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à gagner des places dans ce classement, là où, par exemple, un pays comme la France n'arrête pas d'en perdre. Je crois qu'on m'avait dit, là, il n'y a pas longtemps, qu'on estime que 30% des élèves de sixième ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Ce qui est quand même c'est incroyable quand on y réfléchit, alors que ça devrait être la mission de base de l'éducation nationale. Je Ouais, renchérirais c'était très en clair, je disant te que, remercie. merci Blake, je réenchérisserais, non? Tu vois, ça va prouver mon exemple. Je voulais renchérir en disant qu'ici au Québec, on dit que environ 50% de la population est analphabète fonctionnelle. C'est ahurissant.
Ouais, David? J'ai pas entendu la fin de ce que tu as dit. Je sais pas si tu as été coupé ou si c'est moi qui l'ai pas reçu. Ah, désolé, ben, je répétais, je voulais simplement ajouter que pour enchérir qu'au Québec, il semblerait que 50% de la population est analphabète fonctionnelle. C'est c'est- c'est terrifiant, en fait. Ouais, c'est terrifiant comme chiffre. Et je pense qu'en plus, il y a aussi un autre argument à faire. Là, je me suis essentiellement concentré sur l'aspect allocation des ressources et calcul économique parce que c'est le sujet du space d'aujourd'hui. Mais il y a un autre argument qui est celui des incitations et qui d'ailleurs était finalement la première euh, euh, réfutation de la question de l'impossibilité du socialisme, c'est de dire, mais attendez, si il n'y a pas de prix de marché, en gros, qui va sortir les poubelles? C'est-à-dire, comment est-ce que, si on fait à chacun ses besoins, à chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, finalement, comment est-ce qu'on va inciter des gens à prendre les jobs qui sont pas forcément très reluisants, qui sont difficiles, qui sont éreintants, etc. Et effectivement, c'est déjà un problème en soi, mais ça, on peut imaginer que par des procédés d'essai-erreur ou des ajustements des incitations effectués par l'État ou des comités centraux, ça puisse être résolu. Et donc ça, c'était une première étape déjà dans le débat sur le socialisme qui date de la fin du 19e siècle, mais qui a largement été dépassé. Et aujourd'hui, le plan vraiment massu, c'est celui qu'on a établi aujourd'hui, donc finalement sur ces prix des facteurs de production. Mais pour revenir sur cette question des incitations, Saifedean disait très bien, par exemple, dans un séminaire qu'on a eu il n'y a pas longtemps, en fait, si vous prenez aux riches pour redistribuer aux pauvres, vous subventionnez, enfin, vous incitez à la pauvreté et vous découragez à la richesse, à la réussite et à l'accumulation de capital, ce qui est complètement débile. De la même manière, la manière dont on peut réfléchir à la socialisation de la santé ou de l'éducation, c'est qu'en fait, vous allez systématiquement inciter les gens à être en mauvaise santé, parce que c'est pas eux qui payent le coût, en tout cas de manière assez directe, des décisions qu'ils vont faire vis-à-vis de leur hygiène de vie, de leur santé, etc. Et à l'inverse, vous ne récompensez pas les gens qui font des efforts pour être en bonne santé. Donc, après, il ne faut pas s'étonner si ça a les conséquences qu'on voit aujourd'hui. Et de la même manière, si vous créez un système d'éducation qui est entre les mains de l'État et notamment des politiciens, c'est assez logique que vous obteniez un système de propagande où l'objectif, ça va pas être de créer des individus compétitifs qui vont essayer de développer au mieux leurs capacités pour être les plus productifs et enfin, viser l'excellence dans le domaine de leur choix. Vous allez plutôt finalement avoir un système où on essaye juste de gamifier le système pour passer l'examen, obtenir des notes en fonction de programmes qui sont truffés de propagande et qui répondent à des objectifs purement politiques. Donc par exemple aujourd'hui, moi, mon intuition, c'est que l'objectif, c'est beaucoup plus de récompenser l'obéissance que de récompenser le talent, la capacité, la créativité, l'effort dans nos systèmes éducatifs. Ok, ça marche. En attendant, il y a quelque chose que j'avais gardé sous le coude, parce que je trouve que c'est un passage dans des livres de Ludwig von Mises, justement, qui s'appelle le Planned Chaos, donc le chaos organisé, le chaos planifié, et qui résume très bien l'idée que j'essaye de faire passer tout à l'heure. Euh, alors, désolé, je suis en train de le traduire en même temps, parce que si je le lis en anglais, vous allez rien comprendre, vu mon accent. Mais en gros, donc voilà, la manière dont ça se traduirait, c'est là où il n'y a pas de prix de marché pour les facteurs de production, parce qu'ils ne sont ni achetés ni vendus, il est impossible de recourir au calcul économique dans la planification des actions futures et dans la détermination du résultat des actions passées. Un système de management socialiste des moyens ne pourrait simplement pas savoir si les plans qui sont exécutés sont les moyens les plus appropriés d'atteindre les fins qui sont choisies. Il va opérer dans le noir, comme si il va opérer dans le noir. Il va gaspiller les ressources, les facteurs rares de production, à la fois matériels et humains, le travail. Le chaos et la pauvreté, pour tous, vont systématiquement en résulter. Wow, quand même. Merci, Théo. Euh, donc, j'ai la question de l'utilisateur. Il dit, c'est pas exactement lié avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quand même très intéressant. Ta réponse, ton angle sur ça, Théo, m'intéresse. En plus, donc, je vais poser la question. Dans nos économies, nous avons géré la crise du COVID en créant de la dette bancaire. Dans une économie autrichienne, comment une telle crise aurait été gérée? Quel levier aurait pu être activé? Et aussi, est-il aussi possible de créer de la dette bancaire dans une telle économie? Voilà. Ouais, bah c'est une très bonne question. Je vais essayer de relier ça à ce qu'on disait.
le premier truc dont il faut partir, c'est qu'est-ce qui cause la crise. Et effectivement, dans le space précédent, on avait parlé de la théorie des cycles économiques. Et en fait, la théorie des cycles économiques, c'est une application du théorème d'impossibilité de calcul économique de Mises au marché spécifique de ce qu'il appelle les loanable funds, donc le capital, en fait, le marché des capitaux. Et du coup, pour rappeler rapidement, hein, en fait, ce qui déclenche les crises économiques, c'est le déséquilibre entre l'épargne et l'investissement, c'est-à-dire fait des plans d'investissement alors qu'on n'a pas d'épargne pour représenter les ressources qui vont servir à finaliser ces investissements, ou alors à supporter le pouvoir d'achat qui va permettre d'acheter ces produits qui seront à porte-marché dans le futur du fait des investissements qu'on fait aujourd'hui. Donc, du coup, finalement, la réponse à la question, ce serait dans une économie de libre marché où il n'y aurait pas de centralisation de l'allocation du capital, comme c'est le cas dans un système de banque à réserve fractionnaire avec banque centrale. Déjà, il y aurait peut-être des crises économiques pour des raisons X ou Y, mais il n'y aurait pas des crises de cette amplitude-là, et il n'y aurait pas des crises, surtout qui auraient cette structure-là. Et même s'il y en avait, pour une raison diverses, hein, pour des raisons diverses, de toute manière, ce qui se passerait, c'est qu'au lieu de sauver les banques ou de sauver les gens qui ont des actifs, qui voient leur prix plonger, etc., on laisserait le marché s'ajuster de manière à ce qu'il reflète un équilibre des prix qui est plus cohérent par rapport à la disponibilité des ressources. Au bout d'un moment, donc pendant un moment, ce serait pas très drôle, c'est-à-dire que ça créerait par exemple du chômage, ça créerait de la déflation, une baisse des prix, peut-être une baisse des salaires, etc. Et en fait, il se passerait un moment après ça, comme ça a été le cas par exemple aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, où il n'y a eu aucune intervention malgré le fait qu'on était en pleine tempête. Ça a duré à peu près 18 mois. Et en fait, après, ça a créé le boom économique des années 20. Notamment parce qu'en fait, au bout d'un moment, les prix se réajustent à un niveau qui permet que les entrepreneurs arrivent, rachètent des biens intermédiaires, donc encore une fois, des usines, de la terre, des biens semi-fabriqués, des ressources naturelles, peu importe, tout ce dont ils vont avoir besoin pour fabriquer des produits. Parce que les prix ont été déprimés, ils vont pouvoir les acheter à des prix où, malgré la baisse des prix à la consommation, ils vont pouvoir quand même générer un profit. À ce moment-là, du coup, ça va les inciter à emprunter des fonds, ça va les inciter à engager des gens, ça va les inciter du coup à recréer de l'activité économique, ils vont obtenir des profits, ils vont réinvestir et on va repartir dans une période où la rentabilité marginale du capital remonte et où la croissance économique revient. Et donc, en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que cette période de déflation, on a plein d'entreprises qui font faillite, où on a plein de ressources qui sont... pardon, où on a plein d'entreprises qui sont faillites et où les prix baissent. En fait, c'est une période qui est nécessaire parce qu'elle révèle les mauvaises allocations de capital qui ont été faites durant l'expansion et qui ne peuvent pas être soutenues à long terme. Et donc, il y a un réajustement qui se fait. À ce moment-là, du coup, il y a une réorganisation, une nouvelle rationalisation des ressources à notre disposition qui se rétablit avec ces nouveaux entrepreneurs qui arrivent et on repart sur une trajectoire qui est soutenable. C'est un peu comme si vous corrigez le cap lorsque vous êtes en bateau parce que vous vous rendez compte que, à cause de l'impact des vagues, du vent, un peu de dérive, etc., vous n'arrivez pas exactement à l'endroit où vous allez peut-être vous prendre un rocher, des récifs, etc., etc. C'est quelque chose de très simple. C'est aussi un peu le même genre de phénomène. Lorsque vous avez de la fièvre, par exemple, c'est juste la manifestation de votre système immunitaire qui accélère un peu pour combattre les agents pathogènes qui minent votre santé. Et c'est une période pas drôle à passer, mais ça va vous permettre d'être en meilleure santé demain et donc de reprendre votre vie de manière normale. La crise dans les systèmes économiques, notamment les systèmes à réserve fractionnaire, c'est comme ça qu'il faut la voir. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus préjudiciable de ne pas la laisser se réaliser et de produire ses effets, parce que si on empêche le réajustement des prix, en fait, on repousse juste le problème à plus tard. Du coup, on va encourager de plus en plus à avancer dans cette trajectoire qui est insoutenable, faire de plus en plus de mauvaises allocations de capital. Et à ce moment-là, lorsque la crise va de nouveau se manifester parce qu'on n'a pas du tout résolu le problème sous-jacent, on va encore une fois, là, on va avoir un ajustement qui va être d'une amplitude encore plus violente et du coup qui va faire encore plus mal socialement. Donc l'intervention pour essayer d'empêcher les crises et de sauver l'économie, comme le disent les banquiers centraux, c'est un peu choisir entre disons, on pourrait se prendre des petites claques de temps en temps, avoir des petites récessions pas très graves, et puis il y a quelques boîtes qui font faillite, et puis c'est très localisé à certaines industries, certaines entreprises, et c'est pas très grave, ça crée pas des effets de masse. Et à la place, en fait, on a décidé de créer une espèce de croissance artificielle sur une base complètement insoutenable, en allouant des ressources, en faisant du déficit, en manipulant les taux d'intérêt, en faisant de l'assouplissement quantitatif, etc. etc. Et lorsque on se prend les conséquences de cette connerie dans la tête, on va décider de continuer, de manière à être certain que quand la claque elle va venir, elle va nous mettre KO d'un coup. Et là, ça risque effectivement de créer un effondrement social total comme en URSS, ou alors créer des révolutions, ou alors créer des crises humanitaires parce qu'il n'y a vraiment plus rien à bouffer, comme c'était le cas en Ukraine par exemple dans les années 20 ou dans les années 30, ou comme c'était le cas par exemple en Allemagne après l'hyperinflation et
la crise de 29, où dans les années 30-31, vous aviez quelque chose comme 47% de chômage et effectivement les gens qui chassaient des rats dans les rues pour pouvoir se nourrir, quoi. J'ajouterais, pour compléter avec la dernière partie de la question du participant au niveau des prêts bancaires, où ben, lui, il dit est-ce que c'est possible de créer de la dette bancaire dans un tel système? En fait, moi, je dirais que simplement que c'est pas nécessaire d'avoir de la réserve fractionnaire pour les banques pour faire des prêts. En fait, quand il n'y a pas de réserve fractionnaire, les prêts des banques sont liés à l'épargne des épargnants. Quand il manque d'argent, quand il manque d'épargne, ben, les taux d'intérêt montent pour attirer les gens à placer leur argent dans la banque. Après ça, la banque fait ses prix. Il y a comme un système d'offres et de demandes qui s'installe pour réguler justement ce flot-là d'épargne et de prêts. Donc, il ne faut pas penser que si on enlève le système fractionnaire des banques, il n'y aura plus de prêts, puis il n'y aura pas de. C'est juste que le coût de l'argent, donc les taux d'intérêt, ce que l'argent coûte, va être réel, va refléter le marché, va refléter la réalité. Ça ne sera pas dicté par des bureaucrates quelque part qui vont dire ben, nous, on veut mettre le taux à zéro pour stimuler l'économie ou on veut monter le taux pour arrêter l'inflation. Tu sais, ça va être le marché qui va décider est-ce qu'on a besoin de plus de capitaux en épargne pour pouvoir faire des prêts ou pas. Donc j'ai l'impression que des fois, les gens ont tendance à penser que c'est le système fractionnaire bancaire qui permet les prêts. Ce n'est pas le cas. Ça devrait être l'épargne qui est liée à tout ça. Voilà. Bah, c'est une réponse parfaite, hein. J'ai rien à ajouter. Je vais juste dire qu'en fait, on peut aussi le voir d'une manière différente quand on regarde la distinction entre crédit et dette. C'est-à-dire que dans notre système, quand on fait des prêts, en fait, on crée de la monnaie, ça c'est du crédit, alors que dans un système où il n'y a pas de réserve fractionnaire, comme le dit très très bien David juste avant, prêter de l'argent à quelqu'un, c'est que c'est l'épargne qui a été constituée par quelqu'un d'autre. Et donc en fait, on assure qu'il n'y ait pas de création dans le système. C'est une sorte de loi de conservation de l'énergie économique et c'est ça qui assure que le système il soit stable. Et ouais, peut-être aussi quelque chose que je peux ajouter à cet égard-là, dans un système sans réserve fractionnaire aussi, il y aurait probablement moins de dettes et plus d'investissements directs donc en equity, en part sociale dans les projets, ce qui est plutôt pas mal parce que ça aligne en fait les bénéfices et les risques des entrepreneurs et des apporteurs de capitaux. Parce qu'effectivement, quand vous levez de la dette, vous avez payé un intérêt fixe, hein, ça ne dépend pas de vos bénéfices, c'est quelque chose qui est prédéfini à l'avance. Et par contre, en revanche, la personne qui a apporté les fonds, elle ne profite pas forcément des bénéfices. Donc il n'y a pas forcément un alignement d'intérêt très intéressant entre l'apporteur de capital et la personne qui va utiliser ce capital de manière productive, l'entrepreneur. Alors que quand on investit en equity, en fait, on est dans le même bateau. Et donc on a aussi un meilleur alignement d'intérêt entre l'entrepreneur et la personne qui le finance. Ce qui d'ailleurs, si ça vous intéresse, est quelque chose qui est beaucoup développé dans les préceptes de finance islamique, dont parle très bien Islam Irfan et dont parle aussi un peu Saifedean, et d'ailleurs aussi que Alan Farrington reprend dans sa pièce, dans son article, pardon, Bitcoin is Venice. Ce qui est incroyable là-dedans, Théo, c'est que l'épargne n'existe plus. Maintenant, les gens investissent et donc il y a pour avoir du rendement. Donc, et le concept d'épargne avec pas de risque, donc conserver sa monnaie, n'existe plus parce qu'il n'y a aucun rendement. Et c'est incroyable de penser que des gens qui ne devraient pas avoir aucun risque, qui sont près de la retraite, donc ils veulent juste battre l'inflation ou conserver une valeur, ne puissent pas, doivent prendre un risque en investissant dans des actions, dans des compagnies. Ce qui est rendu 100% normal, mais ce qui ne devrait pas l'être. Et après ça, si le cycle économique n'est pas synchronisé avec leur réalité, donc, c'est pas moi, le cycle économique ralentit et le Dow Jones baisse au moment où ils doivent sortir leurs actifs du marché, ben, ces gens-là peuvent perdre 20% de leur valeur ou, je ne sais pas, même plus s'il y a un ralentissement économique assez important. Donc, c'est juste une question de chance ou de timing. C'est sûr que quand on zoom out, le marché des actions monte toujours et c'est définitivement lié à l'inflation et à l'influx de capitaux. Mais il y a des gens qui ne devraient pas prendre de risques avec l'investissement, qui sont obligés de le faire pour battre l'inflation. Et ils se retirent au même moment. Tous ceux qui ont pris leur retraite en 2008, tout leur capital avait fondu puisqu'ils n'étaient juste pas en synchronicité avec les cycles économiques. Moi, je trouve que ça ne fait aucun sens. Les gens qui ne devraient pas pouvoir subir de risques devraient pouvoir épargner avec un taux d'intérêt dicté par le marché, je ne sais pas, un taux d'intérêt sain. Puis comme ça, ben, ces gens-là ne seraient pas victimes des cycles économiques et de ce qui n'est pas synchronisé avec leur situation à eux. Voilà.
Ouais, c'est très juste, hein, et c'est très bien expliqué. Si cet aspect vous intéresse aussi, Parker Lewis en parle dans son ensemble d'articles qui s'appelle, sa série d'articles, pardon. Euh, euh, Mince, comment elle s'appelle? Bah, c'est sur le site de Unchained Capital. Euh, et effectivement, il dit très bien, par exemple, les banquiers centraux essaient de nous faire croire que l'épargne et l'investissement, c'est la même chose et que c'est nécessaire d'avoir à investir pour épargner. Mais c'est complètement débile. Ça sert deux fonctions complètement différentes. L'investissement, normalement, c'est pour chercher à avoir un rendement qui est supérieur à celui de l'épargne, justement en prenant un risque. Tout investissement suppose un risque opérationnel, euh, conjoncturel, etc., etc. Alors qu'en revanche, l'épargne, c'est censé être justement pour se prémunir de l'incertitude du futur, et donc c'est pour avoir un matelas de sécurité. C'est vraiment pour pouvoir prévenir, pardon, se prémunir contre ce qui pourrait arriver demain et qu'on ne peut pas anticiper, parce que le futur est incertain. Et donc, on devrait, enfin, assez logiquement, on n'a pas envie d'avoir ce risque-là. On a besoin d'épargne, on a besoin de se protéger contre cette incertitude. Je ne sais pas si demain je serai malade ou que par exemple je serai en incapacité de travailler ou quoi que ce soit d'autre, et je ne veux pas être dépendant de la performance de Tesla pour être certain, ou même de la conjoncture globale du marché des actions, pour être certain que si ça arrive demain, et ben, je pourrais quand même pouvoir vivre décemment grâce à l'argent que j'ai accumulé en travaillant et en épargnant dans le passé. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent poser des questions ou participer? N'hésitez pas, hein, sinon je vous propose qu'on s'arrête là. Ça fait déjà à peu près un peu plus d'une heure, donc c'est déjà pas mal. Moi, je vais y aller. Merci tout le monde. Merci d'avoir participé. Merci encore une fois énormément, Théo, pour toutes ces explications qui sont toujours très claires et toujours bien documentées. Je te remercie. Bah, merci beaucoup à toi d'être passé, hein, et comme d'hab, pareil, c'était hyper pertinent tes interventions. Et merci à tous les autres d'être passés. Du coup, si vous n'avez pas de questions ou que vous voulez pas rajouter quelque chose à cet égard-là, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, il y aura encore probablement un ou deux épisodes dans la série. Je sais pas encore, mais vous verrez ça de toute manière sur Twitter. Je vous tiendrai au courant. Bah, du coup, sur ce, bonne soirée tout le monde et à la prochaine.